Alors que les réseaux sociaux sont pris d'assaut, sont envahis, sont inondés par des photos de Wondrous Creatures. Hey, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là. C'est immonde. Il y a des gens, j'ose même pas appeler ça des gens, là. J'ai un malaise juste en les appelant des gens. Je pourrais dire des énergumènes. Il y a des énergumènes qui, vous en reviendrez jamais, postent des photos de Wondrous Creatures sur le groupe de la communauté des ludistes francophones et ils ne donnent même pas leur opinion ou leur avis sur le jeu. Ça me donne envie de tout démolir. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est pas moi qui ferais ça, hein? Non. Alors, pendant que les réseaux sociaux, c'est le branle-bas de combat, à travers toutes ces publications de Wondrous Creatures, de mon côté, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué récemment et Wondrous Creatures n'en fait certainement pas partie. Oh que non. Une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour moi-même. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi neuf JP. Alors aujourd'hui, je reviens devant vous à l'écran pour prendre la parole et vous parler des expériences que j'ai eues, des expériences récentes ludiques que j'ai eues. Et normalement, je fais un retour sur ce à quoi j'ai joué dans le dernier mois, mais là, puisque ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai pas fait de quoi de neuf, j'ai décidé de vous parler de quelques expériences que j'ai pu expérimenter pour la première fois dans les semaines, peut-être les mois précédents. Donc quand même plusieurs éléments qui seront abordés dans cette vidéo. Je vais d'abord vous parler d'un partenariat, une collaboration inédite que nous avons gardée secrète jusqu'à présent, qu'on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, par la suite, je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué récemment et comme je vous le disais, je pense que dans ma liste de jeux dont je veux vous parler, ce sont presque tous des jeux dont je ne vous ai pas déjà parlé avant, à part peut-être une ou deux exceptions. Et je vais vous parler finalement des vidéos à venir pour ma part sur la chaîne dans les prochaines semaines. Alors sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire dans la section appropriée du genre « J'en reviens pas, JP, que des gens déposent des photos de Wondrous Creatures sur le groupe de la communauté des ludistes francophones, c'est vraiment inadmissible ». Lâchez-vous lousse dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'École du jeu, côté collaboration et partenariat? Eh bien, on est fiers de vous annoncer que nous sommes les premiers YouTubeurs du paysage ludique québécois, à ma connaissance du moins, à collaborer avec une microbrasserie d'ici. Et vous savez, en ces temps incertains où on entend parler de tarifs et tout, plein d'autres choses dont je ne parlerai pas plus aujourd'hui, eh bien, il est important, plus important que jamais même, dirais-je, d'encourager les initiatives locales et les producteurs québécois. C'est pour cette raison, c'est pourquoi il me fait plaisir aujourd'hui d'annoncer notre partenariat avec Brasseurs du Monde, une brasserie québécoise qui est dans le domaine brassicole depuis déjà plus de 10 ans, depuis 2011. Et si vous êtes amateur de bière, c'est certain que vous connaissez déjà leurs produits. En fait, depuis 2023, si je ne m'abuse, ils ont retravaillé leur image de marque, arborant un nouveau logo, des nouveaux visuels également sur leurs produits que je trouve tout simplement magnifiques. Et donc, pendant le tournage de cette vidéo, j'aurai le plaisir de déguster un de leurs derniers produits, la Célébrante, qui est une blonde aux levures de champagne. Alors, j'ai bien hâte de découvrir ça. Ce sera la première fois que je vais avoir le plaisir d'y goûter. Et si vous aimeriez avoir une bière à thématique jeux de société ou univers ludique, voir le jour un jour en terre québécoise, eh bien, écrivez-nous vos idées dans les commentaires pour le nom d'une bière originale et thématique. Alors, ça va me faire plaisir d'aller lire vos idées, toutes plus originales les unes que les autres. Maintenant, on ouvre ça ensemble.
C'est délicieux. C'est super bon. On commence alors avec le premier jeu dont j'ai envie de vous parler. Et je crois que, honnêtement, c'est probablement l'un de mes coups de cœur récents de début 2025. Mais c'est pas un jeu de 2025. Je crois qu'il est sorti peut-être 2023, 2024. Je ne sais plus. C'est le jeu Toriki. Et Toriki, c'est vraiment génial. Moi, j'ai fait l'aventure avec mes deux enfants de 7 et 9 ans. Wow, ils ont été investis du début à la fin. C'est un jeu coop, 100% coopératif, d'aventure, de survie et de crafting sous forme de campagne évolutive. Donc oui, on pourrait appeler ça un jeu legacy, mais il n'y a pas vraiment d'altération définitive du matériel. C'est très bien fait pour être rejouable ou pour le revendre par la suite. Un des éléments, par contre, qui est plus difficile à garder en bon état, c'est un carnet dont je vais vous reparler dans quelques instants. Alors, Toriki, c'est une aventure, comme je vous disais, qui se joue en à peu près 8 heures de jeu total, 8-9 heures, je vous dirais, c'est réaliste. De notre côté, on l'a fait en 3 ou 4 sessions de jeu de 1h30 à 2 heures, quelque chose comme ça. En fait, 4 sessions de jeu de 2 heures environ, en moyenne. Et, je veux dire, mes enfants qui s'installent devant un jeu de société pendant 2 heures et qui en redemandent, c'est ahurissant. Alors, vraiment, c'était investissant pour eux. La thématique, c'est qu'on est des espèces d'aventuriers qui font naufrage sur une île perdue avec un professeur qui va nous apprendre que cette île est comme une espèce de petit paradis perdu dans le monde où les humains ont eu très peu de contact avec la faune et la flore qui s'y trouvent. Donc, on a plein d'espèces qui sont encore mystérieuses et inconnues au reste de la civilisation scientifique. Donc, on a un carnet pour prendre des notes sur les découvertes qu'on va faire pendant l'aventure, sur la faune, la flore. Et ça, c'est donc le petit bémol du jeu, l'aspect legacy du moins. On va vous encourager à prendre des notes. Et oui, c'est encouragé, non pas seulement du point de vue thématique, mais parce que vous allez retrouver certaines plantes. Et là, les amoureux du 7e continent comme Patrick Richardin vont se reconnaître. Alors, on va reconnaître certains aspects du 7e continent. Par exemple, vous allez tomber sur certaines plantes, vous allez vous rendre compte que, oh, OK, les fruits sont toxiques, me font perdre une action, me font perdre un point de vie, n'importe quoi. Par contre, les racines sont comestibles et peuvent me donner certains avantages, blablabla. Et pour ça, il va falloir faire des tests, des essais, des erreurs. Vous allez pouvoir vous prendre en note où vous avez trouvé ces plantes sur l'île. Il y en a tout plein. Je crois qu'au total, il doit y avoir une trentaine d'espèces d'animaux et de plantes qu'on peut retrouver sur l'île. Certaines de ces espèces peuvent nous servir à plusieurs choses. Alors, c'est vraiment génial. En plus, à chaque fois qu'on va découvrir une nouvelle espèce, on va devoir lui donner un nom. Et là, c'était toujours hilarant de voir mes enfants arriver avec leurs propres idées de noms. Mais de notre côté, pour revenir à ce que je disais, côté bémol legacy, c'est ma fille qui était en charge du livret de notes. Je lui ai donné un crayon de plomb très pâle et on a réussi, au terme de notre campagne, à tout effacer les notes sans laisser la moindre trace. Donc, pour ça, ben, c'est un plus. Si vous avez des jeunes enfants, comme je vous disais, les miens ont 7 et 9 ans, c'est vraiment un must. C'est génial. C'est un petit bijou. Je pense que, je ne sais pas si mes enfants avaient plus de plaisir à y jouer que moi. C'était pas mal égal, je vous dirais. Mais le gros bémol du jeu, je pourrais vous dire, c'est que une fois qu'on a terminé la campagne, il n'y a aucun intérêt d'y retourner parce qu'on a pratiquement tout vu ce que le jeu propose. Bon, il y a un mécanisme de jeu avec des missions, des quêtes, si on veut. Il y a certains aspects de craft également qu'on ne verra pas. Donc, certaines missions aussi ou
quêtes, si on veut, qu'on ne verra pas, des accomplissements qu'on ne fera pas. Il y a des objets secrets à trouver sur l'île. Il est possible qu'on ne les découvre pas tous, mais je veux dire, on a quand même vu au terme de la campagne peut-être 90-95% de ce que le jeu avait à offrir. Donc, peu d'intérêt d'y retourner. Il y a quelques aspects tout de même qui sont assez répétitifs, où est-ce qu'on a envie de accélérer un peu les choses. Le jeu se joue aussi avec le soutien d'une application qui est là surtout pour l'aspect narratif et qui va gérer un peu comme le système de sauvegarde du jeu. C'est vraiment bien fait. Vous n'avez rien besoin de mémoriser. À la fin de la partie, vous faites juste comme entrer quelques informations. Ça vous prend 1 minute dans l'application. Vous pouvez ranger le matériel n'importe comment dans la boîte. Puis lorsque vous revenez devant votre jeu, l'application vous dit « Voici où vous étiez rendu, telle personne avait tel objet, blablabla. » C'était vraiment génial. C'est très bon. Alors, les Chroniques d'Avel, c'est un autre jeu coopératif, mais assez différent. Ici, on est dans du jeu d'introduction pour des dungeon crawlers. Et c'était la première fois que mes enfants jouaient à un jeu de ce type où on doit se déplacer pour aller vaincre des ennemis qui éventuellement un peu à un genre de tower defense. Les ennemis vont éventuellement avancer vers notre château et vont le prendre d'assaut. Donc, il y a de la gestion de déplacement, ça, il y avait déjà vu ça. Gestion de combat, il y avait déjà vu ça aussi. Mais là, la gestion du timing, la prévision des déplacements des ennemis, les priorités, tout ça, c'était assez nouveau pour eux. La gestion d'un équipement aussi, les chances de réussite, les dés, ça c'était des aspects nouveaux pour eux et je peux dire que bien que le jeu est bien, oui, c'est une expérience un peu longue parce que notre partie a duré peut-être 1h30, mais comme je vous ai dit juste avant avec Toriki, 2 heures, 2h30 sur ce continent. On ne voyait pas le temps passer. Ici, c'était 1h30 un peu pénible. Pas que le jeu était mauvais, mais où est-ce que, je sais pas, c'est un peu long pour mes enfants, disons-le ainsi. De mon côté, ça allait, mais avec les enfants, c'était un peu trop peut-être répétitif. Bref, il y avait hâte que le gros monstre arrive et nous massacre ou qu'on lui pète la gueule. alors bref, c'est un jeu d'introduction, comme je disais, au Dungeon Crawl. Donc, à ton tour, tu as 2 actions que tu peux réaliser sur une possibilité de 4. Tu peux te déplacer d'un hexagone adjacent, d'une tuile adjacente. Tu peux déclencher un combat avec une créature qui se trouve sur ta tuile. Tu peux te soigner, donc récupérer 2 points de vie sur 5, ou tu peux réaliser une action dans le lieu de la tuile où tu te trouves. Et il y a quelques tuiles. Ce n'est pas toutes les tuiles qui ont des actions, mais je dirais peut-être environ, peut-être 50% des tuiles ont des actions, toutes différentes. Il n'y a pas nécessairement de rareté d'objets. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on commence la partie, tout le monde avec un équipement aléatoire qui va être pioché à partir d'un sac. Et ça peut être un casque, ça peut être une arme, ça peut être un bouclier, ça peut être un élixir. On va mettre ça sur notre petit plateau hyper mignon avec des feuilles qui représentent notre personnage qu'on va pouvoir personnaliser en coloriant. Ça, mes enfants ont vraiment apprécié, même moi aussi, personnaliser leur personnage en le coloriant, en lui ajoutant des petits traits personnels, en inventant un blason qui le représente, un nom et tout ça. Et on va avoir donc une espèce de... Notre personnage va être placé dans un plateau à double épaisseur et on va avoir nos petits jetons qui vont venir s'insérer dans certains emplacements. Donc, une gestion spatio-temporelle, pas spatio-temporelle, mais bref, d'espace aussi parce qu'on a un sac à dos dans lequel on peut ranger tout ce qu'on veut pourvu que ça entre dans notre espace. Donc, on ne peut pas juxtaposer des éléments un par-dessus les autres. C'est vraiment les rebords de notre plateau à double épaisseur qui vont venir gérer, si on veut, l'espace ou limiter plutôt l'espace dans notre sac et la grosseur des objets qu'on y met. Comme je le disais, il n'y a pas de rareté d'objets, c'est-à-dire que autant dans la mise en place que lorsqu'on éclate un monstre, on va prendre le sac d'équipement, on va mettre la main là-dedans, on va récupérer un objet et on va le mettre sur notre plateau. Du côté
endommagé. Donc, au départ, cet objet-là, il est nul. À moins que ce soit un élixir. Les élixirs sont des objets à utilisation unique qui sont toujours disponibles. Sinon, on met ça du côté nul, qui nous donne souvent un avantage comme relancer un dé, soit de l'ennemi ou un OD personnel. Et en cours de partie, il y a différentes choses qu'on peut réaliser lorsqu'on tabasse des monstres ou lorsqu'on réalise des actions de lieu, dont la possibilité d'améliorer une partie de notre équipement. À ce moment, on va retourner notre équipement de l'autre côté et c'est là qu'on va débloquer son plein potentiel, parfois des dés permanents supplémentaires, la possibilité de relancer plus de dés ou de faire comme si on avait une épée permanente ou un bouclier permanent pour attaquer ou pour se protéger contre certains ennemis. Alors ça, cette gestion-là, j'ai trouvé ça bien mignon, bien efficace. Comme je le disais, un peu long pour une partie à 3 joueurs. On a bien apprécié toutefois le jeu qui est comme en 2 temps. Première partie du jeu qui est l'exploration du royaume. On tabasse des ennemis, on se prépare, on s'équipe, on améliore nos trucs. On peut construire des palissades autour du château pour préparer l'assaut final. On peut mettre des runes pour empêcher la réapparition de certains ennemis. On peut acheter des pièges aussi. Et vers la fin de la partie, on a un titan qui va apparaître, tel une boule de feu dans le ciel, qui va s'écraser sur terre et qui va envoyer toutes les vagues d'ennemis qui vont déferler en direction de notre château. Et c'est là qu'ils vont prendre d'assaut les remparts. Et dès qu'un ennemi réussit à entrer dans l'enceinte du château, on a perdu. On gagne si on tabasse tous les ennemis, incluant le gros boss final. Donc ça, on a bien apprécié ça, les 2 temps du jeu, mais un peu long tout de même pour ce que c'est. Je ne crois pas que mes enfants vont vouloir y rejouer à cause de ça. Le prochain jeu dont je vous parle, j'en ai fait une vidéo à moitié. Oui, j'en ai fait une vidéo dernièrement sur celui-ci. C'est Hoplomachus Victorum avec l'extension Pandora's Ruin. Donc, j'avais déjà joué au jeu initial d'Hoplomachus version 2013, si je ne m'abuse, à une époque où avoir des jetons de poker pour des unités, c'était déjà du génie. Alors, Chip Theory Games font dans les jetons depuis déjà un bon moment. Alors, j'étais très curieux d'essayer la nouvelle version, si on veut dire, du jeu, qui est un jeu à part entière d'ailleurs. Donc, j'avais hâte d'essayer la nouvelle version du jeu pour joueurs solo seulement. Je dois dire que côté intelligence artificielle, l'espèce d'automate qui gère les ennemis en situation de combat, se gère très bien. C'est très, très, très flexible, même qu'à certains moments, on se rend compte que c'est tellement flexible que ça en devient parfois facile de prendre des décisions dans notre avantage. Mais c'est à se demander si ce n'est pas voulu ainsi. Parce que si ce n'était pas le cas, le jeu serait encore plus frustrant qu'il ne l'est déjà. Je vous en reparle dans quelques instants. Donc, Hoplomachus Victorum, c'est un jeu qui se joue sous forme de campagne, en solo uniquement. Campagne de plusieurs heures divisée en 4 actes, si ma mémoire est bonne au total. C'est-à-dire que vous aurez à peu près 48 événements à gérer d'ici la fin de la campagne. Et chacun de ces événements peut être un affrontement ou un défi à réaliser, essentiellement. Et c'est probablement l'un des plus gros problèmes du jeu, mais probablement pas un problème pour tout le monde, c'est que c'est très long comme expérience de jeu. Sur 48 événements, la grande majorité d'entre eux seront des combats d'arène qui prennent environ, d'une manière réaliste, une trentaine de minutes à gérer chacun, 30, 40, 45 minutes chacun. À vos calculatrices, la campagne peut être longue. Alors, ce qui non seulement rend la campagne très longue, mais aussi, à un certain point, très répétitive. De mon côté, mon seul vrai problème, c'est que le jeu est frustrant.
très frustrant, du moins le jeu de base. Parce qu'on passe beaucoup de temps, c'est ça le cœur du jeu, on passe beaucoup de temps à recruter notre petite armée personnelle pour ensuite se la faire déglinguer carrément pour peut-être réussir à améliorer son héros. Et on doit ensuite recommencer à recruter des nouveaux soldats, des nouvelles unités, en espérant obtenir la faveur des dés de notre côté pour les prochains affrontements, les prochains 38 affrontements de la partie. Heureusement, toutefois, il y a l'extension Pandora's Ruin qui vient aider en proposant 5 modules qui, au total, vont presque doubler le contenu et les possibilités du jeu pour offrir plus de variété et de variabilité, ce qui donne un petit coup de fraîcheur à l'aspect répétitif pour certains modules, du moins. Mais ce qui est vraiment génial, selon moi, c'est le dernier module qui offre la possibilité d'y jouer dans une version écourtée qui réduit le temps total de jeu de plus de la moitié. Ce même module, d'ailleurs, qui s'appelle les Sandales Mercure, rend aussi le jeu beaucoup plus satisfaisant et gratifiant. Selon moi, c'est un incontournable de l'intégrer dans vos parties, à moins que vous soyez quelqu'un vraiment qui aime étirer ses sessions longtemps, qui aime souffrir, pour qui ça ne dérange pas de voir ce qu'il a passé des heures à construire, s'affaisser, s'écrouler et recommencer plusieurs fois pour arriver finalement au combat final. Je crois que la version écourtée est capable de créer le même sentiment de progression, mais d'une meilleure façon, plus satisfaisante, puis dans un temps plus réaliste. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'occasion de jouer avec mon bon ami Stéphane, avec qui ça faisait longtemps que je ne m'étais pas installé devant un jeu de société. On a eu l'occasion de jouer à Dungeon Alliance, un jeu qui peut se jouer soit en coop ou en mode compétitif. Mais de notre côté, on a joué en mode coopératif. Je ne sais pas s'il y a un des deux modes qui est mis de l'avant plus que l'autre dans le jeu, puisque c'est un jeu qui lui appartenait, mais on a décidé de se lancer dans l'aventure coopérative. Et ce qui est intéressant comme twist, c'est un jeu de deck building avec un peu de tableau building, gestion de cartes aussi, et de dungeon crawl. Alors, dès la mise en place, ce qui est cool, c'est que, c'est ça, le jeu, j'aime ça les jeux qui font ça, le jeu commence dès la mise en place. Alors, une fois qu'on a installé le jeu, avant de débuter, on doit créer notre petite armée de héros. On doit drafter à tour de rôle notre équipe qui sera composée de 4 héros. Puis, je crois que dans le jeu de base, il y en a un peu moins de 20 qui sont disponibles, tous asymétriques et différents. Stéphane avait une extension qui en ajoutait davantage. Alors, on draftait chacun 4 héros et chaque héros nous accorde 3 cartes uniques. Puis on met tout ça ensemble pour former notre deck de départ. Donc, 4 héros, 3 cartes chacun, ça nous donne un deck de départ de 12 cartes auxquelles on pourra ajouter des cartes en cours de partie. À la fin de chaque tour, on a l'occasion de dépenser des points d'expérience pour acheter une nouvelle carte parmi une rivière de cartes disponibles maximum. Donc, une nouvelle carte maximum à certains moments précis durant la partie et la partie dure un nombre de tours précis aussi. Donc, on veut toujours avoir de l'expérience disponible le plus souvent possible pour aller récupérer des cartes parce que ces cartes vont nous être utiles pour pratiquement tout ce qu'on peut faire dans le jeu. On jouait avec une extension également qui ajoutait des quêtes à réaliser pendant notre partie et on a décidé d'intégrer une espèce de petite règle maison qui nous oblige à réaliser les 3 quêtes avant la fin de la partie pour gagner. Et nous, on a perdu. Alors, bon, on a perdu, mais ça a été une belle expérience malgré tout. Ce que j'ai aimé, c'est que les tours de jeu, les actions, les combats, les déplacements, ça se gère avec des cartes. Et, comme je le disais, un petit aspect de tableau building, parce que lorsqu'on joue des cartes devant le héros qu'on active, on ne pourra pas jouer 2 fois
le même type de carte. Toutefois, il y a des combos possibles. Chaque héros va avoir des petites twists originales, comme moi, j'avais une de mes héroïnes qui était une espèce de druide qui pouvait faire appel à des animaux. Elle pouvait se transformer également en genre de gros ours qui était hyper puissant. J'avais un de mes autres personnages qui pouvait faire de la musique, non, pas de la musique, c'était pas un barde, des sorts arcaniques qui pouvaient jouer, qui pouvaient compter comme des attaques, mais avec certains paramètres un peu différents. Bref, chaque personnage ajoutait une petite twist. Puis en plus, vu que tout se jouait avec des cartes, ça voulait dire qu'on n'avait pas de dés pour gérer les combats, et ça, j'aime ça. On poursuit avec quelques jeux de campagne auxquels j'ai pu m'adonner récemment. Alors, présentement, au moment de filmer cette vidéo, je suis investi dans 3 jeux de campagne. Le premier est un jeu auquel je m'adonne en solitaire, c'est Aridia. Donc, Aridia, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, alors je ne vais pas m'éterniser sur ce titre. Je vais seulement vous dire que je crois être rendu à peut-être une 25aine d'heures. Est-ce que ça existe, ça? Une 25aine? Entre une vingtaine et une trentaine d'heures de jeu. Je l'ai présentement mis en place sous les planches de ma table. Alors, ma table a comme un double fond, et dans ce double fond secret est présentement mis en place Aridia, toujours prêt à ce que je replonge dans l'aventure. J'ai eu de la difficulté quand même à m'y remettre au cours du dernier mois, mais ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est simple, c'est facile d'y replonger. On n'a pas nécessairement besoin de se retaper le livre de règles à chaque fois. C'est tellement instinctif comme système de jeu que même après un mois sans y avoir joué, j'aurais seulement besoin de me rafraîchir sur « OK, je suis où? C'est quoi les dernières connaissances que j'ai accumulées? Est-ce que j'avais une mission en cours? Est-ce que je suis ici pour une raison précise? » Puis après ça, le reste, c'est assez instinctif. Sinon, je suis également en train de me taper la campagne de Aventurier du Rail, Légende de l'Ouest à 2 joueurs. On a fait, je crois, 5 parties sur un total de 10 ou 12, je l'ai oublié, je me souviens plus. Et on commence à explorer la carte de plus en plus à la fin de chacune de nos parties. Depuis peu, on explore des nouveaux pans, des nouveaux coins de la carte, découvrant de nouvelles possibilités intéressantes. De mon côté, je ne suis vraiment pas un grand fan, un grand amateur des jeux d'aventurier du rail. Ouais, bon, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais la version Legacy, je dois le dire, chapeau. Ils ont vraiment fait du bon boulot. J'ai hâte à chaque fois de replonger dans le jeu. On fait des découvertes intéressantes et significatives aussi à chaque partie. Je suis étonné de voir ce qu'on découvre. Les nouveaux mécanismes de jeu qui viennent se greffer à ce qui est déjà là. Le jeu se complexifie, offre des nouvelles possibilités qui vont vraiment dans toutes sortes de directions, ce qu'on ne voyait pas dans les jeux de base. Donc, pour l'instant, après 5 parties, je suis agréablement surpris. Puis le dernier jeu auquel j'ai envie de vous parler, on y va dans la direction opposée complètement. C'est ma grosse déception du moment. Alors, je suis présentement investi dans une campagne de Divinus. Et Divinus, c'est j'ai envie de dire, c'est un flop. Bon. Alors, on n'a pas toutefois terminé la campagne. On y joue à 2 joueurs. Il nous reste 4 parties sur 12 à faire. Mais pour l'instant, le jeu manque cruellement d'intérêt, malgré le fait qu'on débloque de nouvelles possibilités pratiquement à la fin de chaque partie, des nouvelles améliorations pour nos dés, pour nos tuiles, pour le tableau, des nouvelles façons de faire des points, des nouvelles divinités. C'est toujours du pareil au même, ça tourne en rond, c'est répétitif et on n'est pas du tout investi dans l'aspect narratif qui est carrément plaqué. J'ai de la difficulté à voir du positif, là. On commence à avoir hâte même que la campagne se termine, ce qui n'est pas vraiment bon signe dans un jeu Legacy.
Il n'y a aucune surprise réelle. Il n'y a pas de revirement de situation comme ce qu'on retrouve habituellement dans les jeux Legacy, qui devraient normalement nous donner hâte d'y revenir rapidement. Oh, j'ai tellement hâte de voir à la prochaine partie comment ce nouveau système de jeu, ce nouveau mécanisme, cette nouvelle possibilité va venir se greffer à tout ce qu'on a, est une phrase que nous n'avons jamais prononcée en jouant à Divinus. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est décevant. Au sens où, bon, je veux pas gâcher l'expérience de jeu, mais c'est vrai que le jeu se complexifie, mais pas au même sens que les autres jeux Legacy. On va introduire des nouvelles possibilités, mais ces nouvelles possibilités-là sont un peu comme les mêmes qu'on avait avant, mais sur lesquelles on a mis une espèce de maquillage en se disant peut-être qu'ils ne se rendront pas compte que c'est la même chose qu'on leur fait faire depuis le début, mais qu'on a appelé ça différemment. Alors, c'est décevant. Honnêtement, le Divinus, c'est un jeu que je vous avais que je vous avais présenté sur la chaîne. J'avais reçu le prototype. J'étais vraiment allumé, j'étais vraiment excité. La compagnie ne m'avait pas envoyé de copie finale du jeu, donc j'avais décidé moi-même de backer le jeu. J'avais pas pris le all-in, mais presque. Alors j'ai le jeu de base, j'ai 2 grosses extensions qui sont incluses. À voir si on va se rendre jusque-là. Côté maintenant, vidéo à venir dans les prochaines semaines, je veux vous reparler d'Hoplomachus, mais cette fois-ci de Hoplomachus Remastered. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà joué à Hoplomachus, le jeu d'antan de 2013, je crois, qui a été remasterisé, alors qui a été revisité et retravaillé, qu'on appelle maintenant Hoplomachus Remastered. Alors que Victorum est un jeu jouable uniquement en solo, Remastered, lui, se concentre sur l'expérience en multijoueur. Et j'ai envie de vous en parler parce que j'ai également reçu, juste ici, l'extension Pandora's Wake, qui fait partie de l'extension boîte de Pandore de l'univers d'Hoplomachus. Alors, Pandora's Wake va ajouter du contenu pour Remastered. Qu'est-ce que ça va ajouter? Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que, à part avoir enlevé le petit emballage de plastique sur cette boîte, je n'ai même pas encore ouvert cette dernière. Alors, je vais certainement vous faire une vidéo pour vous parler de cette nouvelle extension et vous laisser déterminer si c'est une extension qui pourrait vous intéresser ou non, selon vos besoins et vos goûts également. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme vidéo à venir aussi? Ah oui, je vais vous présenter des produits que j'ai reçus, des accessoires que j'ai reçus de la compagnie Drawlab. Drawlab, c'est une compagnie qui se spécialise dans les pièces de monnaie métallique. Alors, j'ai aucune idée si vous pouvez bien voir en ce moment. Alors, les pièces de monnaie métallique, ils en sont à leur, je crois que ce sera leur 8e campagne qui commencera d'ici quelques semaines, à la mi-avril. Je sais que la campagne de saison 7, qui date d'il y a déjà quelques années, a pris beaucoup de retard, entre autres, vous le savez, vous êtes habitués, à cause de la COVID-19. Alors ça n'a pas joué en leur faveur, mais je veux dire, si on regarde les campagnes précédentes, les 6 autres campagnes précédentes, ils ont livré la marchandise et là, ils se lancent dans une 8e campagne. Alors, je peux vous montrer ici, oh là là, c'est joli, un petit exemple de pièces ici, qui sont les pièces draconiques qui font partie d'un set de pièces d'une des saisons précédentes. Et la compagnie a décidé de m'envoyer donc 2 sets complets, comme celui que je viens de vous montrer, des pièces draconiques, et un autre, mais également
des petits échantillons des pièces, des sets qu'ils vont proposer dans leur prochaine campagne. Vous devez savoir que ce ne sont pas des pièces qui sont dédiées à un jeu précis. Ce sont vraiment des pièces à thématique ou à utilité multiple. Et ça, je pense que j'apprécie énormément ça, plus que des pièces dédiées à des jeux, parce que tu peux les utiliser dans les contextes où tu en as vraiment besoin, selon ce à quoi tu joues. Donc, oui, ça peut coller à des jeux de société, mais également à des jeux de rôle et autres. Donc, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Sinon, je vais vous parler aussi, ça j'ai vraiment hâte, de Hollow Pact. Hollow Pact, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dans l'univers de Beast. Alors, on a Beast juste ici. Alors, dans le même univers que Beast, c'est un univers qui m'allume, univers glauque, d'horreur. Et dans Hollow Pact, on va avoir une expérience d'un jeu de survie en mode tous contre un. On va avoir les joueurs qui vont affronter une des créatures, une des bêtes du jeu, qui va être incarnée par un autre joueur, avec un aspect semi-coopératif. Donc, même si on est dans du tous contre un, au final, c'est un peu du chacun pour soi, mais tout le monde, par contre, côté joueur, donc pas la bête, côté joueur, va bénéficier les uns des autres. Mais au final, ce qu'on veut, c'est quitter en vie avec notre tête sur les épaules et idéalement avec le plus de richesse possible. Alors, il y a de la trahison possible, il y a des informations cachées, il y a des trucs là-dedans qui me rappellent un peu Nemesis. Alors, je suis très curieux, je n'ai pas encore passé en revue le livret de règles d'une couverture à l'autre, mais je me mets là-dessus dans les prochains jours pour vous en parler. La campagne est prévue pour la fin du mois d'avril. Sinon, je ne crois pas que je vais vous en faire une... Ben, peut-être que je vais vous en faire une vidéo, mais ce n'est pas prévu pour récemment, mais j'ai reçu... juste ici. J'ai reçu récemment mon pledge de The Elder Scrolls, juste ici, mais ce que je veux vous présenter, c'est ma copie de Soul Raiders. Attendez, ok. Alors, ma copie de Soul Raiders, jeu qui date de campagne de financement de 2021, je crois, que j'ai reçu il y a de cela quelques semaines. J'avais vraiment aimé le prototype. Je vous en avais fait la présentation sur la chaîne et je suis très curieux de voir ce que le jeu propose. J'aime vraiment le style de cette boîte, livre, grimoire, qui s'ouvre également avec un aimant sur le côté, comme ça ici. Regardez ça, comme c'est magnifique à l'intérieur. Et là, je suis en train de me démolir les bras parce que c'est lourd. Alors, je vais mettre ça ici. OK. Alors, je crois pas que je vais vous en faire une présentation prioritaire, mais j'aimerais ça retourner là-dedans avec vous, puisque je vous en ai fait la présentation lors de la campagne de sociofinancement, puis pour nous permettre de valider ensemble s'il s'agira un peu d'un flop comme Divinus ou si ce sera une réussite. Alors voilà pour ce qui met un terme à cette vidéo Quoi de neuf GP. Comme d'habitude, j'espère vous avoir été utile. J'espère vous avoir informé, j'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Laissez-moi savoir également, je vous le rappelle, vos idées pour une bière à thématique, s'il existait une bière à thématique ludique, à thématique jeu de société. Quelle serait votre suggestion de nom original et thématique pour celle-ci? Laissez-moi ça savoir dans la section commentaires. Qui sait, peut-être qu'on fera un concours avec ça prochainement. Moi, je tâte le terrain.
Et comme d'habitude, ben, je vous remercie d'être toujours là au rendez-vous. Vous le savez, dernièrement sur la chaîne, je fais moins de vidéos, mais quand je le fais, vous pouvez être sûr que le cœur y est, que l'envie y est. Si je m'installe devant ma caméra, c'est que j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose de pertinent à vous partager, que j'ai envie de m'adresser à vous. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de voir des gens qui, en retour, prennent le temps de m'écouter. Alors à vous, je vous dis un grand merci. Et je termine aussi en vous disant à la prochaine. En mode coopératif. OK, on reprend ça.